À la Fidèle, on attendait avec impatience le remaniement du gouvernement. Alors, quand on nous a annoncé que Jean-Michel Blanquer allait sauter, on était très heureux. Et puis, quand on nous a dit que Pape Ndiaye allait être le nouveau ministre, on l'était encore plus. Mais quand, lors de son discours, il a loué la politique de Blanquer, on est resté dubitatif. Au moment où je prends mes fonctions, je tiens à saluer chaleureusement Jean-Michel Blanquer et Sarah El Haaraoui pour leur travail inlassable et leur dévouement au service de la plus belle mission qui soit, l'éducation de la jeunesse de notre pays. Je sais les réformes que vous avez menées à bien avec acharnement, avec dévouement, au travers des crises terribles que nous avons traversées. Le pense-t-il vraiment ? Est-ce que c'est une obligation de dire du bien de son prédécesseur ? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qu'il vient de dire ou est-ce qu'il a été forcé ? Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas croire que vous soyez réellement en accord avec cela. De par votre parcours, de par votre position, vous êtes diamétralement opposé au réactionnaire Blanquer. Vous devez avoir perdu subitement la mémoire. Enfin, nous ne voyons aucune autre solution. Ce quinquennat n'aura jamais été autant critiqué. Mais on n'a pas du tout l'impression que le gouvernement a entendu ces critiques, car il continue à prétendre que sa politique a été la meilleure. C'est sans doute la raison de votre amnésie. Tout a été transformé, et dans le bon sens. D'abord, les élèves, et c'est pour ça qu'ils sont majoritairement très favorables à cette réforme, les élèves ont eu beaucoup plus de choix. Beaucoup de choses se sont traduites dans le quotidien, quoi qu'on dise. Il y a eu des transformations utiles dans mon domaine. Des choses ont changé, en particulier à l'école primaire ou au lycée. Histoire de vous remémorer l'ensemble de ces réformes, nous allons vous faire le bilan de ce quinquennat si destructeur. On espère qu'après cela, vous vous rappellerez que la détresse du système scolaire et que la crise que subit l'éducation nationale ne sont que le produit de la vision de l'école de ce cher Blanquer et de son président Macron. Salut, je m'appelle Louri, je suis le président de la Fidèle, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Salut, je m'appelle Karl, je fais partie de la Fidèle et je suis chargé de presse. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis le délégué spécialisé dans l'handicap de la Fidèle. Alors concrètement, qu'est-ce que Blanquer a fait durant son mandat ? Ce qui nous vient directement à l'esprit quand on pense aux réformes de Jean-Michel Blanquer, c'est sa réforme du bac. En apparence, cette réforme paraît remplie de bonnes intentions, mais elle cache un fond bien moins ragoûtant. Le nouveau bac marque l'apparition du contrôle continu dans la note finale. Cette apparition nous a été vendue comme une valorisation du travail tout au long de l'année, mais elle a des effets pervers. Premièrement, l'introduction du contrôle continu est synonyme de fin d'un bac unitaire et égalitaire sur tout le territoire. En effet, les élèves ne sont plus évalués uniquement sur un examen commun, mais aussi sur l'ensemble de leurs notes des 2 dernières années du lycée. On comprend bien que cette pratique introduit les inégalités entre les lycées dans la balance. Alors qu'avant, un 16 de moyenne au bac signifiait la même chose, désormais toute moyenne se voit réévaluée à travers le filtre de la réputation du lycée. Cette réforme de bon sens, suivre l'élève tout le long de l'année pour lui éviter un plantage le jour J, signe en réalité l'arrêt de mort du bac national. Deuxièmement, les inégalités entre les élèves, entre les lycées, entre les villes et entre les académies sont maintenant au cœur du système. Ainsi, un lycéen résidant dans un quartier populaire qui a eu de bonnes notes toute l'année n'aura pas un bac de la même valeur qu'un privilégié du 16e. Et ce parce qu'on sait bien, ou on croit savoir, que le niveau n'est pas le même dans les 2 lycées. Prenons un autre exemple. À votre avis, quel sera l'effet de l'intégration du contrôle continu sur le bac d'un élève de bonne famille dont les parents l'aident au quotidien et un élève de famille défavorisée dont le français n'est peut-être même pas la langue que l'on parle à la maison et qui souhaite mettre tous ses efforts dans la dernière ligne droite pour espérer avoir son bac ? Même s'ils obtiennent les mêmes notes aux examens, le dossier du premier sera forcément meilleur puisque ses parents l'ont aidé tout le long de sa scolarité. Le second, dont les parents, au travail, devant s'occuper des problèmes du quotidien et parfois n'ayant ni le temps ni les compétences pour l'aider, aura forcément un contrôle continu bien moins bon. L'intégration du contrôle continu, c'est donc l'importation des inégalités dans le bac. Il avantage les familles des quartiers favorisés, lesquelles ont une culture du diplôme plus importante et sont en mesure d'aider leurs enfants à travailler, bien plus que dans les quartiers populaires. Enfin, le bac de Blanquer est devenu un parcours d'initié, conduisant à une hyper-spécialisation beaucoup trop précoce. Les filières d'antan ont été supprimées au profit d'un système de spécialité au choix. Ce système dévalorise totalement certaines matières,
Plus personne ne choisit la spécialité SVT car les écoles de médecine privilégient les profils matheux, maths physique. De plus, il faut maintenant bien s'y connaître sur les formations du supérieur pour faire son choix, gare aux familles les moins diplômées qui n'y connaissent rien. Et ce n'est pas avec le manque de conseillers d'orientation que cela s'arrangera. Si on s'engage dans les mauvaises spécialités, pas moyen de faire machine arrière car la spécialisation est ainsi faite que seul le redoublement est une option. Les filières professionnelles sont plus soumises encore à la spécialisation. Dès le collège, les élèves qui ont quelques difficultés sont directement poussés vers cette voie, et ce, quel que soit leur projet. Ils sont mis de côté parce qu'ils sont jugés comme non adaptés à la voie générale. Au lieu de les aider, on les écarte car aider coûte plus cher. La pro, c'est très bien, mais ça doit être réservé à ceux qui ont déjà une idée bien concrète de métier, pas un sac fourre-tout. En plus, les bacheliers professionnels ont été dépossédés au bas bruit des disciplines de l'enseignement général par une baisse drastique des volumes horaires, ce qui leur restreint de fait tout projet de poursuite d'études. Voilà pour la réforme du bac. Mais en fait, ce nouveau bac est d'autant plus désastreux qu'il est le complice de Parcoursup. Parcoursup a été créé pour sélectionner les élèves compte tenu du manque de place dans le supérieur. Et oui, alors que la Fidèle est née suite au mouvement contre la loi de Vaquet, nous sommes finalement arrivés à la situation contre laquelle se battaient les lycéens de 86. L'entrée à l'université est maintenant sélective. S'il n'a pas été possible de l'instaurer par une loi à l'époque, c'est une baisse continue du financement de l'université qui a permis d'atteindre le même résultat. Et l'instrument qui met en musique cette sélection, c'est Parcoursup. Les sélections s'y font sur une base obscure, une sorte de matching entre élèves et formation. Nous ne savons pas quels critères sont pris en compte, nous ne savons pas sur quelle base notre dossier est rejeté, nous ne savons pas si nos lettres de motivation sont lues, mais on a vraiment l'impression que la zone géographique, les notes de spécialité et le contrôle continu sont les seuls éléments pris en compte par l'algorithme. Donc, par nature, Parcoursup est inégalitaire. Les élèves favorisés des centres-villes sont classés en tête car il est notoire qu'ils seraient meilleurs. On peut voir cela comme un retour au tiers-état en extrapolant un peu la naissance définissant la catégorie sociale. Bon, c'est vrai que j'abuse un peu, mais pas tant que ça, et puis vous avez compris l'idée quoi. Ce contrôle continu et ce Parcoursup, en plus d'être inégalitaire, est source d'un stress sans précédent pour les jeunes. Dès la première, toutes les notes comptent pour le bac. Les lycéens en sont conscients et considèrent chaque évaluation comme une épreuve déterminante. Avec les différents confinements, la santé mentale des lycéens a été mise à rude épreuve et Parcoursup finit de les achever. Et puis, puisqu'il faut que cette usine à gaz de Parcoursup case un maximum de gens pour la rentrée suivante, les examens du bac pour les spécialités sont programmés en mars. Résultat, l'année de terminale se retrouve réduite à quelques 20 semaines de cours effectifs. C'est le deuxième battant du piège mortel pour le bac. Un bac qui n'est plus national, un bac inégalitaire, et un bac qui ne sert plus à rien puisque c'est l'acceptation Parcoursup qui prime. Ainsi, les résultats de Parcoursup qui sont donnés une dizaine de jours avant le bac de philo peuvent avoir deux effets. Soit un énorme coup de massue pour la plupart des élèves qui voient leurs rêves leur échapper, soit l'euphorie pour ceux qui ont eu leur vœu préféré et qui ne prennent même plus au sérieux le reste des épreuves. Déprime et désespoir d'un côté, je m'en foutisme de l'autre, dans tous les cas, quelles conditions catastrophiques pour passer le bac. Mais le bilan de l'ex-ministre ne se limite pas à cela. Déjà, sur le plan des finances, Blanquer aurait été le roi des économies tout en prétendant avoir augmenté considérablement le budget annuel dédié à l'éducation. Il affirme l'avoir augmenté de 1,4 milliard d'euros, ce que personne n'aurait fait avant lui. Et effectivement, ce milliard, il l'a eu. Mais il omet un petit détail qui a sa plus grande importance, la part du budget par rapport au PIB. En somme, le PIB a beau augmenter, la part de l'éducation, elle, reste stable et son financement baisse en comparaison. Ainsi, si 7,7% du PIB était consacré à l'éducation en 90, en 2021 la proportion n'est plus que de 6,6%. Et tenez-vous bien, passer d'un budget de 7,7% à l'éducation à un budget de 6,6% revient avec notre PIB actuel à une perte de 27 milliards d'euros. Dire que l'éducation n'a jamais autant donné, c'est une vaste blague. Mais ce n'est pas tout, on peut voir que M. Blanquer a fait des économies à l'intérieur même de son budget. De 2017 à 2021, il a rendu plus de 600 millions d'euros à Bercy, en ne dépensant pas tout son budget.
Cet argent, il a préféré le rendre, mais il aurait très bien pu l'utiliser pour renforcer la revalorisation du salaire des profs. Après tout, pourquoi pas, hein, on dit ça comme ça. Il aurait aussi pu tenter de rendre le métier plus attractif, ou encore d'employer plus d'infirmiers scolaires, de conseillers d'orientation, de donner des heures au lycée pour diminuer les effectifs, ou offrir plus d'options, d'ouvrir des classes, de rénover des locaux. Enfin, ce n'est pas comme si les chantiers manquaient à l'éducation nationale, bien au contraire. Non, il n'en sera rien. Et cette année encore, le ministre aura refusé de dépenser 75 millions au motif de moindres dépenses liées au contexte sanitaire. Alors comment de telles économies sont-elles faites? D'abord, la crise sanitaire a bel et bien été un moyen de faire des économies, mais ces économies ne sont pas justifiées. Malgré les nombreux cris d'alerte des syndicats, Blanquer n'a pas fléchi. Alerte des syndicats à propos du manque de moyens pour permettre à tous et toutes d'aller à l'école ou au travail dans une relative sécurité. Il dénonce le manque de masques, l'absence de tests salivaires, de capteurs de CO2 et de filtres à air. Les élèves n'auront eu droit qu'à des masques toxiques au début, inefficaces ensuite, et seulement une poignée pour toute l'année scolaire. Mais surtout, 8000 postes ont été supprimés, soit l'équivalent de 166 collèges de 2017 à 2021. Dans le même temps, le nombre d'élèves dans les zones en tension augmente, notamment en région parisienne. Et on peut vraiment se poser la question du bien fondé de cette suppression. D'ailleurs, tous les syndicats étudiants, lycéens ou professeurs considèrent qu'il y a trop peu d'enseignants et de remplaçants. Avant, le ministère voulait recruter 60 000 profs par an. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus que de 5 225. En plus, parallèlement au manque de profs, le ministère a jugé bon d'augmenter d'1 an la formation de professeurs, ce qui a eu pour effet de diviser par 2 le nombre de candidats admissibles. Il n'y a plus d'étudiants qui veulent s'engager dans un apprentissage en 5 ans, car ils savent qu'ils auront à la sortie un travail mal payé et dans des conditions toujours plus difficiles. Aujourd'hui, un professeur qui débute et qui a eu son Master 2, c'est la réglementation, c'est 5 années d'études, commence avec un salaire de 1,1 fois le SMIC, c'est-à-dire 1 400 €. En 1970, ce salaire était de 2,6 fois le SMIC. C'est ainsi que l'on se retrouve avec seulement 83 candidats admissibles pour l'allemand, alors qu'il en faudrait 215 dans l'académie de Créteil. En maths, c'est encore pire. Combien de classes n'auront pas de professeurs l'année prochaine? Pour pallier le manque de professeurs, la doctrine de Jean-Michel Blanquer est de faire appel à des contractuels, et les académies organisent des job dating où nos professeurs sont recrutés en moins de 10 minutes. Ces personnes n'ont pas eu le concours, elles ont peut-être des diplômes n'ayant rien à voir, voire pas de diplôme du tout. Ainsi, face à la demande grandissante, on emploie des personnes qui n'ont pas l'expérience ni la compétence requise. Souvent en CDD, en plus de ne pas être qualifiés, les contractuels obtiennent un emploi précaire car mal payé et instable. On est là au cœur de la politique de Blanquer, et cette politique, il l'a décrit dans son livre « L'école de demain ». L'école doit être en quête de performance, comme une entreprise. C'est ce qu'il affirme au fil de ses pages. Il considère que les proviseurs doivent agir comme des managers et recruter leur personnel, qu'ils soient qualifiés ou non, c'est leur liberté de PDG. La contractualisation en masse et à tous les niveaux, c'est-à-dire le remplacement des professeurs par les contractuels, contribue à cette vision de l'école comme entreprise. Une vision qu'il pense être celle du futur, une vision importée du modèle des écoles privées de commerce et qui a déjà été appliquée aux universités. La fierté affichée par le gouvernement pour son bilan en matière d'éducation est donc très mal prise par les personnels éducatifs, par les syndicats qui les représentent et par les lycéens directement concernés par cette casse. Le fait que la majorité fasse passer cette destruction programmée pour une avancée des conditions de travail dans le secondaire dévoile l'arrogance de Blanquer. Le bilan de Blanquer ne se restreint pas à des suppressions de postes, à des économies et à une réforme inégalitaire. Non, ça serait bien trop malhonnête de dire cela. Non, Jean-Michel Blanquer a aussi été austère et porté des valeurs conservatrices en plus de son programme libéral. Il l'a prouvé régulièrement dans son mandat, en témoigne la violente répression, n'hésitant pas à charger les forces de police d'attaquer des lycéens lors de manifestations, de blocus ou autres. Ces actions sont d'autant plus graves qu'elles découragent les mouvements lycéens. En effet, nous avons remarqué que la mise en place de blocus ou de manifestations dans les lycées est bien plus compliquée maintenant car les lycéens ont peur de la police. Il s'agit d'un réel coup contre la démocratie. Mais ça, monsieur Ndiaye, vous ne pouvez pas le nier car vous vous êtes vous-même prononcé là-dessus. Un certain nombre de pays dans le monde entier ont réagi à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je pense à Boris Johnson, par exemple, hier au Royaume-Uni. Je pense au pape, à Justin Trudeau et puis à bien d'autres. Justin Trudeau au Canada. Est-ce que vous êtes surpris, Pape Ndiaye, de la distance, voire du silence des plus hautes autorités françaises en ce moment sur le sujet ? Cela ne me surprend pas parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps.
il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas, puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. C'est à peu fort, près... vous dites... À moins que ça aussi vous l'ayez oublié. Outre les violences policières, le ministre aura brillé dans son combat contre les tenues non républicaines, jugées non adaptées au contexte scolaire. Le crop top, en fait. Des associations féministes ont critiqué cette prise de position, préférant rhabiller les filles plutôt que d'éduquer les garçons. On voit bien ici le conservatisme de l'ancien ministre. Le problème n'est pas que les filles portent des jupes courtes ou des vêtements qui laissent apparaître le nombril, mais bien que les garçons soient susceptibles de les harceler pour cela. Par ailleurs, ces considérations pour toute tentative d'avancée sociale ont été unanimes, les qualifiant de wokistes à tout bout de champ alors que personne ne se revendique de cette idéologie. Le wokisme, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, et c'est normal puisque ce terme n'est employé que par ses détracteurs, est un courant de pensée qui a été inventé aux États-Unis et qui signifie éveillé en anglais. A l'origine, ce mouvement visait à déboulonner les statues, à critiquer les personnages historiques, etc. Mais attendez, monsieur Ndiaye, vous avez aussi écrit là-dessus. Vous avez même parfaitement résumé la situation dans Le Monde, pas plus tard que l'année dernière, en décrivant son origine. Vous ne l'avez pas non plus oublié, ça. Enfin, ultime preuve de votre écart avec votre prédécesseur, votre rapport avec l'islamo-gauchisme. Vous le considérez inexistant dans l'université. Blanquer, lui, en a fait son cheval de bataille durant tout son mandat. Mais la chasse à l'islamo-gauchisme. Oui, c'est ça. Là c'est évidemment le problème parce que ce terme ne désigne aucune réalité. Bien entendu, dans l'université, c'est plutôt une manière de stigmatiser. Ce serait absurde de ne pas vouloir étudier un fait social. Il faut au moins étudier, dans ce cas-là, si c'est une illusion, il faut étudier l'illusion et regarder si c'en est une. Pour ma part, je le vois comme un fait social indubitable. Ça se voit par exemple dans des déclarations de certains politiques. Quand vous avez M. Mélenchon qui participe à une manifestation du CCIF, vous pensez à la manifestation contre ce qu'on appelait l'islamophobie, où il y avait clairement des islamistes radicaux. Peut-être espérait-il surfer sur la vague facho? Ou était-ce sa propre idéologie? Bon, après tout, quelle différence? En accusant tantôt les professeurs, tantôt les universitaires, Blanquer va jusqu'à donner la responsabilité de l'assassinat de Samuel Paty aux intellectuels en général qu'il qualifie d'islamo-gauchistes, et ce, une semaine seulement après la mort de ce dernier. Complicité intellectuelle du terrorisme. C'est ce point-là, moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été... Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement favorise une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire. Une accusation gravissime qui aurait pu justifier à elle seule sa démission. Il est impensable qu'un ministre puisse dire cela en toute impunité. Accuser un syndicat étudiant et un parti de gauche de complicité et d'avoir participé au meurtre de Samuel Paty est scandaleux. Cette accusation nous a d'ailleurs particulièrement choqués à la Fidèle, elle est indigne d'un ministre. Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et le ministre n'aura pas cessé tout le long de l'année d'attaquer le corps professoral. Pouvez-vous vraiment saluer un travail pareil, une lutte contre l'ennemi islamo-gauchiste dont vous-même êtes accusé de faire partie? Blanquer au pouvoir n'aura fait que renforcer les idéaux racistes et droitistes. Est-ce vraiment saluable? Notre avis est clair là-dessus, ça ne l'est pas. Notre analyse ne s'arrête pas là, nous n'avons pas encore évoqué les rapports entre Jean-Michel Blanquer et les syndicats, et avec nous par conséquent. Autant vous le dire, il n'a pas été bon. Pas du tout. Pas une fois nous n'avons été sollicités, ni pour la réforme du bac, ni pour la gestion de la crise sanitaire dans l'école. Les subventions accordées aux syndicats lycéens en sont la preuve. Sans doute sommes-nous des islamo-gauchistes? Blanquer a en fait préféré diriger seul, avec sa vision de l'école comme entreprise performante et son réactionnisme. Afin d'afficher un semblant de débat et d'accord avec les lycéens, Blanquer a même créé son propre syndicat lycéen. Un syndicat qu'il a appuyé dans toutes ses démarches et prises de position. Finalement, le syndicat s'est retrouvé dans des affaires de fraude fiscale dont le ministre avait la connaissance. Malgré cela, il n'a rien fait. Et il aura fallu que Mediapart et Libération dévoilent cette affaire au grand jour pour qu'une enquête soit lancée. Les syndicats de profs, eux non plus, n'ont pas été sollicités.
C'est en fait le personnel de l'éducation nationale en général qui n'a pas été entendu. Ils se sont sentis méprisés. En même temps, on peut les comprendre. Personne n'aime être traité d'islamo-gauchiste ou d'absentéiste, encore moins de voir ses conditions de travail se détériorer. Fait rare et non anodin, le rejet de la politique de Blanquer n'émane pas que des enseignants. Même les cadres de l'éducation nationale sont remontés contre leur ministre. Pas plus d'un quart ne souscrit à ses idées. Résultat des courses, les démissions dans l'éducation nationale n'ont jamais été aussi nombreuses. Voyez bien ce que cela signifie. Démissionner d'un poste de fonctionnaire, donc de la sécurité de l'emploi, quand on connaît le taux de chômage en France, il faut vraiment être dégoûté. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, où la situation est particulièrement critique, il y a eu, et en 2 ans seulement, une augmentation du nombre de démissions des professeurs de 950%. Un chiffre ahurissant qui paraît presque fantaisiste, mais ne l'est pas selon le rapport du SNESUIP. Jean-Michel Blanquer aura été un ministre détesté de tout le monde, des parents, des profs, des élèves et j'en passe. On l'a vu, il promeut par ses politiques l'inégalité sociale et donne une légitimité aux propos de l'extrême droite. En tout cas, on espère qu'on aura pu réveiller en vous, monsieur le ministre, un rejet pour ce personnage dont vous savez l'effort. Comme on l'a dit plus tôt, nous sommes vraiment contents de votre nomination. Nous vous faisons confiance sur des sujets comme les discriminations raciales ou concernant le genre et l'orientation sexuelle, mais nous restons un peu hésitants quant à votre conception de l'école qui n'a pas encore vraiment été expliquée. Ce n'est pas tant votre personne mais votre appartenance à ce gouvernement qui nourrit notre méfiance. Vous avez pointé du doigt l'importance du dialogue avec la communauté éducative. Nous espérons bien pouvoir en établir un avec vous, ce qui n'a pas été possible avec votre prédécesseur. Bon, la vidéo touche à sa fin, merci à tous ceux qui l'ont regardé au bout, même merci à ceux qui l'ont pas regardé au bout, mais ils n'entendront pas ce truc là, donc voilà. On espère qu'on aura pu vous donner l'aperçu le plus large possible en 20 minutes de ce qu'a été la politique de Blanquer à rue de Grenelle ces 5 dernières années. Alors bien sûr, on n'a pas tout dit, mais on ne voulait pas non plus que la vidéo dure 1 heure et que ce soit immangeable pour vous. Voilà, 20 minutes, ça me paraît être un format assez correct. Si vous avez des suggestions, des idées, des choses qu'on n'a pas mis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on regarde et on répond. N'hésitez pas non plus à nous dire si ce genre de vidéo docu-reportage vous plaît ou pas. Dans la mesure où il vous plairait aussi, n'hésitez pas non plus à nous dire quel sujet prochain on pourrait faire à l'avenir, donc peut-être les accusations de viol dans le gouvernement, parmi les ministres, je sais pas, pourquoi pas, ou alors la stratégie écologique du gouvernement, ça c'est bien aussi.